agissons. Merci Christine d'être là pour un dîner. Merci à vous, Nicolas. Alors, bonsoir à tous. Je pose mes affaires. Donc, ce soir, nous allons parler Jugaad, ou comment faire mieux avec moins dans des conditions difficiles. La soirée va se passer en deux temps. La première partie de notre soirée, nous allons la passer avec l'inventeur, celui qui a théorisé, qui a articulé ce concept de Jugaad dans son ouvrage. Alors vous voyez, je vais faire ça bien, je vais vous le montrer. Un ouvrage qui s'est vendu à 65 000 exemplaires, L'innovation de Jugaad, redevenons ingénieux, et qui a notamment été un best-seller en Inde et en France, et que vous pouvez trouver ce soir ici. Et puis, donc nous allons avoir un échange pendant une demi-heure avec Navi Raju, et ensuite un jeu de questions-réponses, voilà, tous ensemble. Et puis deux jeunes innovateurs vont ensuite nous rejoindre. Il s'agit de Paul Benoît. Vous allez le voir, c'est un chevagiste pas comme les autres. Lui, il a monté une société il y a 3 ans, Carnot Computing, et il propose des radiateurs numériques qui finalement permettent d'avoir une chaleur gratuite. On va voir comment. Mais pas que en plus. Et puis il y a Nicolas Butin aussi, qui a cofondé il y a 1 an, c'est encore tout jeune, Wita. Enfin, moi je le prononce comme ça, vous prononcerez quand vous verrez l'écriture comme vous voulez. Moi je vais dire Wita. Et son idée à lui, c'est de conseiller, de mettre en œuvre sa vision de l'upcycling, c'est-à-dire comment s'inspirer finalement de la nature et agir en fait dans une logique de biomimétisme pour que le déchet n'existe plus, parce que chaque déchet engendre finalement une ressource systématique, etc., etc., devient une ressource jusqu'à l'infini. Et donc on est censé terminer par 20 minutes en plus de questions-réponses. Et vous avez compris qu'on a commencé un petit peu en retard. Donc je vais faire plus vite que prévu. Mais déjà, je vais vous demander qui est-ce qui est familier, qui a le sentiment d'être familier avec l'approche Jugaad. Qui sait ce que c'est? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 7, 8, ça va. Donc on a quand même quelques avertis dans la salle, mais c'est pas le... Navi, c'est pas le... On va faire œuvre de pédagogie ce soir. Je m'aventure quand même. Qui a lu le livre de Navi? Ah, bah super, 1, 2, 3, 4, 5. Pour les autres, il est à disposition. Voilà, ce soir, si vous avez envie de prolonger l'aventure. Alors Navi, bah, je vais vous inviter à me rejoindre, si vous voulez bien. Navi Raju. Et évidemment, je remercie, pour le compte du groupe SOS et de moi-même, Radio Classique, ça vous l'avez compris, hein, je crois, mais la Bellevilloise pour son accueil ce soir. Voilà. Le message est passé. Merci à eux, qui permettent aussi à cette soirée et au groupe SOS à cette soirée d'être accessible à tous. Alors, Navi Raju, il va falloir en profiter, parce que je pense que ça va être une des personnes les plus difficiles à rencontrer dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc on est ravis que vous soyez là. Et je vais tout de suite dire que Navi a récemment, c'est quoi, il y a 1 semaine, 15 jours, 1 semaine, reçu en fait ce qu'on pourrait appeler l'Oscar du management, des gourous du management. En clair, le award, comme on dit, des Thinkers 50 de l'innovation. Et qui est en fait un prix assez peu connu, je crois, en France, mais qui qualifie finalement ces hommes, ou ces femmes parfois, qui vont accompagner les créateurs d'entreprises. Cette année, il y avait beaucoup de femmes, donc la première fois, c'était plus de femmes que d'hommes. Donc bravo à vous, et du coup, forcément, vous avez compris, il va être happé par d'autres cieux bientôt. Mais d'abord, je vais dire quelques mots sur votre parcours, Navi, avant qu'on commence notre échange. Vous avez 43 ans. Vous êtes né à Pondichéry. Alors c'est à l'époque un comptoir français. Votre père était dans la marine française, donc vous avez la nationalité française. Vous êtes allé à l'école française où on vous a interdit de parler votre langue maternelle, qui était le tamoul. Vous avez donc appris le français, vous avez découvert l'anglais et puis les magazines grâce à une échoppe à côté de chez vous. Et puis de tout ça, vous vous êtes dit tiens, je vais aller voir le monde. À 19 ans, vous êtes venu en France. Vous avez tâtonné un peu, découvert, alors d'abord un BTS, une licence, une maîtrise, ensuite un master, et pas n'importe où, à Centrale à Paris.
Là, c'est le début des années 90-95, un peu la morosité en France. Il se dit, bon, je vais quand même aller voir ce qui se passe ailleurs. Le Canada, Singapour, la Thaïlande. Vous êtes consultant informatique, vous arrivez ensuite à Boston. Je fais vite parce que sinon je pourrais passer une demi-heure sur son histoire. C'est plus intéressant voilà, d'écouter lui. Donc je me dis, au moins vous saurez qui c'est. Et puis après, on parle du contenu. Donc Boston, mais c'est important en plus pour comprendre effectivement la pensée. Boston, vous êtes là, analyste chez Forrester, vous faites de la prospective dans les domaines de la technologie. Et enfin, vous rejoignez Cambridge en Angleterre en 2009. Vous avez fondé un centre de recherche pour identifier les nouveaux modèles économiques et d'innovation qui venaient des pays émergents. Et déjà, vous commencez à vous positionner à ce moment-là entre justement ces deux modèles, le monde émergent et les modèles plus matures. Et puis en 2011, c'est l'appel du soleil et de la Californie. Vous partez donc dans la Silicon Valley. Vous allez écrire 2 livres. Donc le premier, on le connaît, c'est celui dont j'ai parlé, l'innovation Jugaad, redevenons ingénieux. Le second étant cours de traduction, donc malheureusement pour nous en France pas encore accessible, mais bientôt, on l'espère. Et c'est From smart to wise. Voilà, from smart to wise. L'intelligence et la sagesse. Voilà. Donc ce soir, vous venez nous parler peut-être un peu plus tôt du Jugaad, c'est-à-dire comment innover en fait un petit peu différemment et un état d'esprit. On va commencer. Je vais enfin vous donner la parole, mais d'abord il y a un sondage qui a été conduit et réalisé sur le site des conférences. Il y a plus d'une centaine d'internautes qui se sont positionnés. Alors, est-ce que... On va commencer par autre chose. D'abord, je vous dis, quand même, parce que je passe à côté de tous mes devoirs, vous pouvez réagir par SMS, par Twitter, faites-le. Il y a William qui est ici, qui récupère les questions que vous avez envie de poser, ou les commentaires, pendant notre échange, et qui me les amène, voilà, très simplement, pour que je puisse les intégrer dans l'échange qu'on va avoir. Donc vous avez tout. Le numéro de téléphone 06 42 94 24 47, et puis derrière, le hashtag qui va bien. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, on arrive sur l'enquête Navi qui a été menée. Il y a eu un sondage pour savoir un petit peu les grandes innovations naissent le plus souvent. Alors, 10% d'investissement massif en R&D, 37% de l'ingéniosité et de l'inventivité de leurs créateurs, 39%, donc assez proche, de la convergence d'expertise et de talents multiples, donc qui arrive en numéro 1. Et puis enfin, 14% du hasard et de circonstances heureuses. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage? C'est très fascinant à plusieurs niveaux parce que tout d'abord, effectivement, je suis très friand en fait de cette idée qu'effectivement, l'innovation, c'est pas quelque chose qui s'achète. Et c'est vrai qu'en Occident, souvent, on pense que l'innovation, c'est quelque chose qui aboutit en fait à la fin d'un long cycle d'investissement R&D, au point où en Occident, par exemple, en 2011, il y a eu 600 milliards de dollars qui ont été investis en R&D, et pourtant de plus en plus de recherches montrent clairement qu'il n'y a aucune corrélation entre le montant investi en R&D et la capacité d'une entreprise ou d'une société d'être innovante. Donc je suis tout à fait ravi qu'il y a uniquement que 10% qui comprennent finalement qu'il n'y a pas de relation entre investissement R&D et innovation. Par contre, ça m'a beaucoup surpris, en fait, le fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, 37% croient à l'ingéniosité et l'inventivité, qui est quelque part aussi donc, le message de mon livre, hein, c'est-à-dire que c'est l'individu, c'est l'homme qui crée, ce n'est pas des machines ou des processus. Donc c'est intéressant quand même qu'il y a 37% qui croient à l'ingéniosité, donc une qualité humaine. Mais c'est quand même intéressant parce qu'à Silicon Valley, si on avait posé la même question, j'imagine que la deuxième option aurait reçu peut-être 60%, 70% de réponses. Mais c'est intéressant en France quand même, on montre qu'effectivement il y a aussi ce côté collectif, ce côté d'intégration et de convergence qui est tout à fait visible avec les 39% qui croient effectivement que... Alors, je ne sais pas si c'est en France, c'est en tout cas ceux qui sont intéressés par les hub conférences, qui est déjà une démarche. Mais c'est quand même fascinant parce que 39% c'est tout à fait aligné avec ce que j'observe, c'est qu'en fait les problèmes qu'on confronte dans le monde actuellement sont si complexes qu'il est clair qu'on ne peut pas résoudre avec une approche unidisciplinaire. Donc il faut effectivement une approche plutôt multidisciplinaire qui nécessite effectivement une convergence et même, je dirais, une intégration de plusieurs disciplines. Donc c'est tout à fait ça qui doit aller ici. Eh bien, ça nous amène à notre sujet, justement, le Jugaad.
entre nous. C'est un mot mystérieux. Voilà, c'est un peu ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas un peu un mot marketing pour finalement dire... Vendre des livres. Alors, vendre des livres, mais surtout parler d'un retour au bon sens. Et puis aussi un petit peu ce que tous les créatifs savent, c'est qu'on est plus créatif sous la contrainte que sans contrainte. C'est intéressant parce qu'on est le pays de Descartes qui a bien dit que le bon sens est la chose, la qualité la plus partagée parmi les hommes. Malheureusement, en réalité, c'est pas le cas en ce qui concerne l'innovation. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on était entré dans une course aux armements en matière de recherche et développement, comme je viens expliquer avec quelques minutes. Donc de ce fait, si vous voulez, en Occident, il y a toujours eu cette association entre complexité et innovation. Donc l'idée, c'est par exemple... En clair, plus c'est complexe, plus je la rajoute. Preuve, c'est que, voilà, la preuve, c'est que vous avez 4S et vous vous baladez à Palo Alto, vous êtes un dinosaure. C'est, voilà, pourquoi vous n'avez pas le 5S ou du moins le 5C là, qui vient de sortir. Donc c'est toujours cette course effrénée, c'est l'obsolescence programmée, quoi. Il faut toujours remplacer, il faut toujours améliorer les choses. Et donc de ce fait, c'est un cercle vicieux. Donc plus de fonctionnalités qui aboutit à un prix plus élevé du produit fini. Et donc c'était cette mentalité qui a perduré pendant longtemps. Et là, tout d'un coup, avec tout ce qui est l'économie circulaire, donc l'économie de partage, il y a toute cette donne qui est bouleversée un peu, quoi. C'est donc quelque part, là je pense finalement, les pays émergents sont en train d'introduire un nouveau modèle d'innovation, donc cette approche d'innovation Jugaad. Alors Jugaad finalement, il faut quand même l'expliquer c'est quoi, parce que sinon... Alors Jugaad c'est un mot en hindi qui veut dire en fait la capacité ingénieuse d'improviser une solution tout à fait frugale dans des conditions très difficiles. Et c'est pratiqué par des millions d'entrepreneurs dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique, dont en fait documente dans mon livre, qui sont en fait ils évoluent dans un environnement très complexe, avec plein de contraintes, rareté de ressources naturelles, capital, toute forme de contraintes, mais ils sont capables de puiser dans leur ingéniosité et leur résilience positive, quoi. Donc c'est aussi, si vous voulez, quelque part, ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'en France, malheureusement, c'est traduit par l'innovation frugale. Je n'ai pas de problème avec ce concept, mais c'est un peu réductionniste, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, ce que j'admire le plus avec le Jugaad, c'est cette forme de... j'appelle ça des alchimistes modernes qui sont capables de positiver les contraintes et de voir toujours le verre moitié plein. Et cette forme d'optimisme qui ensuite devient l'ingrédient de base pour concevoir des solutions soi-disant frugales. Donc ça c'est un point important effectivement, parce qu'à chaque fois qu'on vous lit en France, on parle de l'économie frugale et c'est réducteur. C'est le premier point. Il y a effectivement deux autres points quand on vous lit, que j'ai noté, je voyais qu'il y a donc 3 grands piliers dans le Jugaad. C'est la frugalité, mais au sens faire avec le moins de ressources possible, la flexibilité donc, de l'esprit, ce que vous pouvez me dire en fait, dans la dynamique, et la dimension inclusive. Il y a souvent ça quand même derrière. Est-ce qu'on peut donner quand même un exemple ou deux pour ceux qui ne savent pas de jugadité? Bien sûr. En fait, tout à fait, parce que c'est important, parce qu'en fait, déjà on va commencer par la première dimension, c'est-à-dire que ensuite illustrer chacun de ces piliers de Jugaad. Alors la frugalité, c'est faire mieux avec moins. C'est important de mettre l'accent sur mieux et non pas le moins. Et quand je parle aux PDG en France, ils sont c'est super l'innovation frugale parce que on va économiser l'argent, c'est faire moins. Je dis oui, mais attention, c'est faire plus et faire mieux déjà, mais faire mieux pas pour vous, actionnaires, mais faire mieux pour les consommateurs et la société, quoi. Et là, c'est important. Alors, un exemple concret, c'est Jane Chen, qui est une graduate de MBA de Stanford, qui vit en ce moment à Bangalore, dans le sud de l'Inde, où elle a lancé une entreprise qui s'appelle Embrace, qui fabrique en fait des couveuses pour bébés prématurés, qui d'habitude sont mis dans des incubateurs de bébés, qui coûtent $20 000 en Occident, qui sont très gourmands en électricité et très difficiles à opérer au niveau maintenance, entretien. Et donc, elle s'est dit, alors les entreprises occidentales comme General Electric ou Philips, Siemens, qui sont dans le métier de fabriquer ce genre d'incubateur bébé, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient ce qu'on appelle le désossage, c'est-à-dire d'alléger cet appareil pour le rendre plus abordable. Et changer jamais la forme et fonction de l'appareil. Et parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que la mère n'avait pas de contact physique avec l'enfant, qui était quand même un garant de la survie de l'enfant, quoi.
Et donc Jane Chen, elle a pris le problème à la base, à la fondation, en disant le vrai problème c'est ce contact physique. Donc voilà, elle a inventé en fait Embrace, j'aurais dû l'amener d'ailleurs, j'ai oublié, mais bon, tant pis. C'est une couveuse, hein, ça ressemble à une espèce de petit sac de couchage quelque part pour enfants. Et finalement, ça coûte uniquement $200, donc 1% du coût de l'incubateur classique. Mais ce n'est pas une question de faire moins, c'est faire mieux parce que plusieurs raisons d'ailleurs. Première raison, c'est que ça n'utilise pas l'électricité. Donc vous pouvez faire, vous mettez il y a une substance dedans, vous mettez dans l'eau chaude. Et ensuite vous réinsérez, voilà, c'est exact, pour 6 heures d'affilée. Sans brûler. Sans brûler, quoi. Et deuxièmement, c'est qu'effectivement, c'est fermer le contact physique entre la mère et l'enfant finalement, voilà, exactement. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est que ces solutions ingénieuses, frugales, qui amènent plus de valeur à la fois pour la mère et l'enfant, tout en étant abordables. Et ça, c'est une américaine? C'est une américaine, mais elle a fait un programme à Stanford University qui s'appelle le Entrepreneurial Design for Extreme Affordability. C'est un programme qui enseigne les jeunes ingénieurs à concevoir des solutions qui coûtent des fois 1% des solutions équivalentes sur le marché. Et puis donc voilà, l'agilité aussi, il y a quelque part, c'est démontré là, c'est de dire finalement, je n'essaie pas de rentrer dans une logique linéaire, de prendre un référentiel d'un produit existant, mais concevoir quelque chose qui est complètement différent. Je vous posais cette question sur la nationalité de cette jeune femme parce que on peut avoir le sentiment ici en France, quand on lit sur le Jugaad, que c'est un peu cette dynamique en fait, qui est au fond aussi beaucoup un état d'esprit finalement, c'est un peu l'apanage des pays émergents et qu'il faut être dans une contrainte économique forte pour être un acteur du Jugaad. Est-ce que c'est vraiment le cas ou finalement non, je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est vrai que ce que j'essaie de faire dans mon livre, en fait, on l'a fait de manière assez intéressante, c'est qu'en fait, dans chaque chapitre, on commence avec les pays émergents, on explique un peu le contexte des pays émergents, et ensuite on donne des exemples concrets de comment, en fait, les entrepreneurs pratiquent l'innovation Jugaad, que ce soit en domaine de santé, l'éducation, l'énergie, entre autres. Et puis ensuite, on amène lecteurs en Occident, pour montrer que finalement, de plus en plus, il y a des secteurs comme la santé, secteur des finances, où finalement, il y a aussi déjà une rareté. Pour donner un exemple concret, aux États-Unis, on parle de 50 millions d'Américains qui n'ont pas accès à l'assurance maladie. Donc il y a énormément d'entrepreneurs, j'ajoute Silicon Valley en ce moment, qui sont en train d'inventer des solutions ingénieuses pour résoudre ces problèmes. Par exemple, il y a un jeune qui a construit un petit accessoire que vous pouvez attacher à votre smartphone. Il convertit votre smartphone en otoscope ou en dermascope. Vous n'avez pas besoin d'avoir un médecin maintenant. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que cet accessoire, ça coûte 10% du produit entrée de gamme utilisé par le médecin. Ouais. C'est quand même une rupture, quoi. Deuxième chiffre en clé, c'est qu'il y a 68 millions d'Américains qui sont sous-bancarisés ou non bancarisés, qui n'ont pas accès aux cartes de crédit, débit ou à un compte d'épargne. En France, c'est 2 millions, entre 2 millions et 5 millions. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi des secteurs d'économie que nous, on pense, est caractérisé par l'abondance, et finalement est caractérisé par une forme d'exclusion. Et c'est là, je pense, qu'en fait, ces solutions qui sont en fait lancées dans les pays émergents, pour remonter quelque part aussi ici en Occident, quoi. Ça, c'est alors la notion de l'innovation inversée. Et est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, ça signe un peu la défaite, la fin ou le changement d'un marketing plus, ou même d'un esprit d'ingénieur? Vous parlez de l'esprit cartésien français. Il est rare qu'un ingénieur se sente innovant quand il retire des choses de son produit. Je peux peut-être me tromper, mais voilà, c'est une intuition. Et du coup, est-ce que c'est pas ça aussi qui est un peu en train de changer? Qu'est-ce que ça signe en fait, le fait qu'aujourd'hui il y a un tel engouement derrière votre concept? Oui, alors effectivement, il y a Christophe Demestre qui est le PDG de Siemens France, qui est aussi un centralien, qui a appris à ses dépens qu'effectivement, en tant qu'ingénieur, c'est vrai qu'il pensait toujours qu'effectivement la complexité c'était synonyme d'innovation. Mais exemple concret, c'est qu'en fait, quand il était PDG avant de Siemens en Chine, il s'est rendu compte finalement que toute cette complexité qui allait dans les appareils sophistiqués qu'ils inventaient en Allemagne ou en France était inutilisable en Chine parce qu'elle était très complexe et aussi c'était très gourmand d'énergie. Donc le message était que finalement il fallait trouver des solutions plus simples
plus facile à maintenir, à utiliser. Et donc, il a dit quelque chose de très profond, pour simplifier les choses, c'est qu'en fait, Siemens a dû reconcevoir tous les produits de manière que ça soit plus abordable, fiable et durable et facile à maintenir et aussi donc de bonne qualité. Il disait en fait, pour rendre les choses, il y a une citation d'Einstein qui dit n'importe quel imbécile peut rendre les choses plus complexes, mais il faut une touche de génie pour aller dans le sens inverse. Ça c'est le Jugan. Voilà. Et quelque part, je pense que non, mais c'est aussi important parce que ça veut dire que justement pour parler des ingénieurs, parce que justement les ingénieurs adorent les défis. Alors rendre les choses plus simples, ça demande plus d'ingéniosité. Et la preuve, c'est que Siemens a plus de brevets maintenant sur ces solutions frugales que ces solutions complexes. Donc c'est aussi important pour, surtout je pense, imaginer que quelque chose qui est frugal, c'est pas de mauvaise qualité ou de quelque chose de tout à fait, voilà, un peu arriéré, quoi, si vous voulez, quoi. Et puis deuxième message, c'est que bon, l'engouement que je vois dans les écoles d'ingénieurs en ce moment en France, c'est parce qu'en fait, les ingénieurs aussi comprennent finalement l'avenir, il va y avoir un rareté de ressources. Donc tout ce qui prenait comme garantie la génération d'ingénieurs dont j'appartiens, c'est la génération X, voilà, tout ce qui est pris comme garantie, la stabilité du monde. Oui, pris comme acquis. Voilà, exactement. Oui. Tout ce qui est pris comme acquis finalement sont questionnés. A changé. Voilà. Donc je pense aussi, je vois en fait une nouvelle vague d'ingénieurs qui sont aussi ingénieux. Et alors, il y a un autre travers dans lequel on tombe souvent quand on aborde le thème du Jugaad en France. Il y avait celui de la frugalité, de le limiter la frugalité, donc ça on en a parlé. Il y a aussi de faire un lien avec la RSE. La RSE des entreprises, la responsabilité sociale ou environnementale des entreprises. Et voilà, on se dit finalement c'est une démarche de RSE. Et vous parlez plutôt du mot d'intégration, d'avoir une dynamique intégrée. Qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez un avis, je le sais, sur cette notion de RSE et en quoi c'est différent, puisque vous travaillez quand même aussi pour des grandes entreprises. Parce qu'en fait, je ne sais pas que je suis critique des RSE, mais le problème c'est que RSE, pour moi, ça ressemble quelque part à une excuse pour les entreprises pour dire on fait du social. C'est ça, on est un bon corporate citizen, comme on dit, et puis finalement, simplement en parallèle, on continue à polluer la planète, on fait tout ce qui est antisocial, anti-environnemental. Donc cette dichotomie m'a toujours dérangé. Et donc j'utilise souvent des exemples, entre autres, comme des entreprises comme Florida Ice and Farm à Costa Rica, où finalement ils ont aboli des patrons d'RSE, et au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des métriques pour inciter donc les chefs l'ensemble d'entreprises à pouvoir intégrer le social et l'environnemental dans le business, quoi. Et ça fait un succès énorme parce qu'à la fois ils aboutissent en fait à une croissance économique de performance. C'est une démarche, une posture, un état d'esprit, pas juste un département. Exactement. Et le problème c'est que le département pour moi c'est dangereux parce qu'en fait souvent c'est traité comme étant quelque chose qu'on refait dans les marches, quoi. Et en attendant, le cœur du métier continue à faire business as usual, quoi. Et si on veut vraiment, et d'ailleurs je pense que un des PDG que j'admire le plus en ce moment, c'est Paul Polman, le PDG Unilever, qui a dit qu'il veut doubler ses revenus d'ici 2020, tout en réduisant l'impact environnemental de 50%. Il sait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est toute l'entreprise qui est en train d'implémenter cette stratégie, exactement. Et il dit effectivement, pour lui, c'est pas une question de faire du social, quoi. Pour lui, c'est du bon sens. Et il parle en fait, c'est une forme de enlightened self-interest, quoi. C'est une forme d'intérêt, c'est pas autocentré, c'est pas non plus de l'altruisme, et c'est pas non plus du capitalisme, quoi. C'est du leadership éclairé, c'est ça votre expression un peu. Ça. Et ça, c'est le thème de votre deuxième livre. Oui, globalement, parce que du coup on boucle la boucle en fait. Oui, parce qu'en fait en ce moment il y a cette polarisation entre le capitalisme et le socialisme quelque part. Il faut trouver un peu la troisième voie, la voie du milieu qui essaie d'intégrer ces deux dimensions, ce conflit permanent entre for profit et non-profit, et je pense qu'il y a quelques entreprises qui essaient effectivement d'intégrer avec un leadership éclairé. Écoutez, on est presque on est toujours un peu en retard, mais on peut rattraper les choses. Voilà. Du coup, avant de passer la parole à la salle, est-ce que vous avez un message que vous aurez envie de passer, sachant qu'on a encore toute la soirée ensemble? Oui, parce que j'en ai, parce qu'en fait c'est assez intéressant, parce qu'il y a 20 ans, c'est intéressant parce que je suis un peu ému, parce qu'il y a exactement 20 ans, j'habitais dans 2 blocs ici, rue de la Mare, dans le 20e. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et je dis ça parce qu'en fait finalement j'ai quitté la France parce qu'en fait
je me suis auto-exilé quelque part en disant je ne vais jamais remettre les pieds. Et donc voilà, je suis parti aux États-Unis comme beaucoup d'Indiens qui finalement font ce trajet typique Inde-États-Unis. Et je pensais que c'était un accident pour moi de passer par la France. Et puis finalement, je suis ravi que j'ai le passeport français parce que je pense que je suis tout à fait incroyablement surpris, agréablement surpris de voir en fait que la France est pionnière de l'innovation Jugaad. Il y a des entreprises comme Mono, comme Danone, Essilor qui sont en train de faire un truc incroyable au niveau de l'inclusion pour les 2,5 milliards de malvoyants dans le monde. Un nouveau projet qui vient de lancer. Essilor, voilà. Donc en fait, que ce soit dans les entreprises privées, les entreprises donc, sociales, les jeunes que je rencontre dans les grandes écoles ici en France, la France c'est vraiment, je sais pas comment dire, je sais pas en français, mais c'est un kid in a candy store, quoi. C'est un enfant dans un magasin de friandises, quoi. Parce qu'il y a tellement d'effervescence ici en ce moment. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas, quoi. En France, c'est un grand pays de râleurs, donc on se plaint toujours. Et je pense qu'il faut développer une culture d'appréciation, parce qu'en fait, comme on dit, ce que vous appréciez apprécie et ce que vous dépréciez disparaît. Donc je pense qu'il faut commencer à célébrer, il faut une culture de célébration, pour reconnaître qu'en fait, on a, je pense à des Spark News, entre autres, à conférences. Voilà, effectivement, pour célébrer, pour montrer finalement le verre est moitié plein. Et c'est ça peut-être mon message à la fin, se dire, voilà, approvisionnez-vous auprès des sources, effectivement, qui vous rendent l'optimisme. Et quelque part, pour moi, Jugaad, c'est quelque chose qui est bâti sur... Alors, si des gens qui sont dans des conditions tout à fait extrêmes, comme, voilà, pas d'électricité, pas d'argent, sont capables d'innover, parce que pour moi, le moteur d'innovation, c'est l'optimisme. Et dans un pays d'abondance comme la France, on n'a aucune raison morale voilà, de ne pas avoir cette lumière-là, quoi. Bah, écoutez, merci en tout cas pour ce message qui, ouais, je pense, a été... Par les temps qui courent, ça fait du bien. Et puis, c'est exactement, quand même, je pense, on peut le dire, l'esprit des Hub Conférences et de ce que veut faire le groupe SES en lançant cette dynamique. Alors, il va y avoir des questions, je vois. Avant de d'ouvrir les questions à la salle, je voudrais inviter Laure Lassagne, je crois que vous souhaitiez que Laure Lassagne puisse dire quelques mots sur sa vision du Jugaad, et notamment, en fait, une mise en perspective, peut-être, plutôt, du Jugaad, pour nous, ici, en Occident. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tous. Vous présentez, Laure, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas fait. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis docteur en lettres. J'ai une formation littéraire à la base. Maintenant, je travaille à la direction de la stratégie de la Caisse des dépôts. J'ai entendu Navi il y a quelques semaines et la présentation qu'il a faite de ce Jugaad, de ce type d'intelligence, m'a tout de suite fait penser à la métisse grecque. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que la forme d'intelligence appliquée qu'il décrit, on l'a dans nos gènes nous aussi. C'est pas quelque chose, un concept indien qu'il faudrait importer ici en Occident. On l'a dans nos gènes. La Grèce antique ne cesse de décrire ce type d'intelligence, cette métisse. C'est une forme d'intelligence appliquée qu'on déploie en particulier dans les situations adverses, hostiles, en particulier dans les situations qui sont mouvantes, sur lesquelles on n'arrive pas à avoir prise avec un type de raisonnement classique, ou dans lequel tout simplement on est pris de court. Cette métisse aussi, elle se caractérise, comme le Jugaad, par la souplesse d'esprit, par l'agilité d'esprit, par le sens de l'opportunité. Il faut savoir déployer une solution au bon moment. Elle est largement associée au savoir-faire de l'artisanat. Et dernier point, justement, c'est une intelligence qui est tournée vers l'efficacité pratique. Et généralement, ce que montrent les textes grecs, c'est essentiellement deux hellénistes qui ont travaillé là-dessus, d'Étienne et Vernant et Jean-Pierre Vernant. Ce que montrent les textes grecs, c'est que c'est en s'appuyant sur ce type d'intelligence pratique que l'on parvient à s'en sortir et à rebondir dans les situations qui sont hostiles et qui sont défavorables. Donc nous avons ça dans nos gènes, sauf qu'à un moment donné, on s'est mis à être cartésien et à financer l'innovation technologique en oubliant l'innovation sociale, un petit peu. Voilà, c'est un peu ça. Au fait, on a ça dans nos gènes, mais dans nos gènes aussi, dès le début, on a une tendance inverse qui considère que tout ce type d'intelligence un peu appliquée, pratique, qui se rapproche du savoir-faire artisanal, ne fait pas partie du domaine de la science et du domaine de la connaissance. Ça, c'est théorisé très tôt, au fait, par Platon, notamment, par un certain nombre de grands philosophes grecs.
Et ce qui explique peut-être à la fois l'omniprésence de ce type d'intelligence et le fait qu'elle ait été reléguée dans l'ombre très tôt. Et finalement, on en est encore héritier du fait que ce type d'intelligence est là en France. On a dit qu'il y a une véritable effervescence autour de ce Jugaad, de cette recherche de solutions habiles, agiles, qui essaye de faire plus avec moins, comme Navid l'expliquait. Et en même temps, on a la tendance inverse qui est de considérer que c'est un peu des solutions de misère, des solutions de fortune, et que la science, l'innovation véritable, c'est la R&D, c'est finalement des solutions qui s'appuient sur un raisonnement analytique, abstrait, et qui mobilise beaucoup de capitaux accessoirement. Voilà. Merci pour cet éclairage, effectivement. En fait, l'idée c'était aussi merci Laure pour le témoignage, c'est pour montrer que finalement, Jugaad, c'est un concept universel, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle Jugaad comme quelque chose de tout à fait spécifique ou émergent, et en fait, Laure a bien montré que finalement c'est quelque chose qui est universel, et en plus, on a toujours en fait, même aujourd'hui, simplement en Occident c'est occulté. Vous êtes en train de nous réouvrir les yeux, d'une certaine manière. Changer la caméra C'est un miroir, quoi. Je fais que mettre un miroir devant les choses occidentaux quelque part, simplement en s'inspirant des images. Très clair. On va passer aux questions. Il y avait alors un bras le premier, donc là, tout au bout de la salle. Je reconnais des têtes connues des Hub Conférences. Je vous demanderai, si vous voulez bien, de vous présenter à chaque fois. Bonjour tout le monde, mon français c'est limite, je vous demande une bienveillance. I could switch to English if everybody likes. Ou c'est le français qui gratte les oreilles. Je suis indienne et merci encore à Navi de présenter cette jolie expression parce que ça fait 10 ans que je suis en France. Et je me suis permis de présenter ce concept de Jugaad aux les sociétés CAC 40 que je travaille pas mal. Et souvent, car dans la Jugaad, il y a deux parties. Il y a une partie d'ingéniosité que vous avez montré et la deuxième partie, en France, ça s'appelle le système D. Et quelque part, cette partie de pour les sociétés françaises qui sont parties en Inde, souvent le regardent comme un bricolage. C'est un peu les MacGyver. Absolument. Et moi, j'aimerais bien savoir, dans votre livre, c'est génial que vous avez présenté ce concept qui est universel et c'est ingénieux, mais pour ces sociétés qui sont en face de ces gens qui sont tout le temps en train de faire le Jugaad, c'est pas juste une chose, c'est une façon de vivre et qu'il paraît bricolé. Qu'est-ce que vous pouviez dire pour convaincre que le concept des produits et services français, occidentaux, pour marcher en Inde ou dans les autres pays émergents, il vous faut ce type d'innovation Jugaad pour répondre à la besoin qui est dans le pays. Merci. Très bien, parce qu'en fait, non, c'est tout à fait, effectivement, l'innovation Jugaad s'apparente tout à fait au système D ou au système de brouillardise. Et c'est assez intéressant parce que je fais une petite digression pour, en fait, Laure n'a pas eu le temps de bâtir là-dessus. Il y a aussi un autre Français très célèbre intellectuel qui a célébré le système D. Bon, malheureusement, il n'est pas très célébré aujourd'hui, ou du moins sa recherche sur ce sujet-là. C'est Claude Lévi-Strauss qui a publié en 1962 un livre qui s'appelle La pensée sauvage, où il parle de la différence entre les savants et les bricoleurs. Donc, quelque part, il disait, en fait quand un savant confronte un problème, il va à la quête des meilleures ressources possibles pour concevoir une solution idéale ou parfaite. Un bricoleur s'appuie sur l'existant, il s'appuie sur les ressources dont il dispose déjà pour trouver une solution pratique et juste suffisante. Et quelque part, je veux commencer avec ce commentaire pour dire que finalement, le bricolage, c'est quelque chose qui peut être aussi pratiqué à grande échelle. Et donc, souvent dans les entreprises, cette tension existe parce qu'en fait, pour eux, ces bricolages, c'est quelque chose qu'un entrepreneur, quelqu'un qui fait dans son garage, c'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer à grande échelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors c'est tout à fait autre chose, mais une question d'humilité aussi peut-être derrière, et que effectivement, parfois, si je reprends l'exemple des grands groupes qui ont des budgets, qui vont se tourner vers... Et j'ai rien contre, parce qu'il en faut, attention, on n'entendait pas autre chose que ce que je dis, mais
du consulting, un certain type de niveau d'agence, de conseil, de marketing, etc., qui nourrissent aussi cette idée que voilà, il faut un PowerPoint nickel pour que ce soit crédible. Je caricature un peu, hein. Mais derrière, on parle d'humilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça? Il faut avoir l'ouverture d'esprit et l'humilité, et il faut aussi une sacrée dose de désapprentissage. Parce que je pense qu'un des gros problèmes, d'ailleurs j'ai fait un TEDx Talk là-dessus, c'est l'art de désapprendre. Parce que le gros problème, en fait, que moi je vois pour les grandes entreprises, c'est le laisser, enfin voilà, unlearn, quoi. C'est laisser tomber en fait les a priori et voilà, les formules qu'en fait, dont ils sont très confortables avec. Parce que quand ils vont dans les pays émergents, finalement, toutes ces notions-là de préconception sont challengées, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils essaient de répliquer et copier-coller des modèles économiques qui fonctionnent très bien en Occident, et là qui se cassent la gueule, quoi. Et concrètement, par exemple, Essilor, le nouveau projet qui vient de lancer, c'est très bien parce qu'en fait ça s'appelle 2.5 nouvelle génération. C'est reconnaître finalement tous les modèles de distribution qui existent en Occident ne vont pas servir pour distribuer en fait une aide aux personnes qui vivent dans des villages tout à fait reculés en Inde, Afrique ou le Brésil. Donc ils ont trouvé une façon ingénieuse de distribuer ça en utilisant en fait des jeunes. Jeunes, effectivement, qu'ils forment, donc ça crée aussi des emplois dans les communautés locales. Et puis ces jeunes, quelque part, ils sont formés, ensuite ils font une espèce de porte-à-porte, en amenant un petit sac. Effectivement, ils peuvent faire un diagnostic rapide de la vue et ensuite prescrire et même offrir des verres aux personnes âgées, entre autres. Donc là, l'ingéniosité, c'est pas au niveau de du produit. Du produit, c'est le process. Le process, c'est le modèle économique. Et c'est là, je pense, que la plus grosse difficulté pour les CAC 40, c'est pas innover différemment au niveau produit. Là, ils sont capables de le faire, mais c'est innover au niveau du modèle économique, quoi. Très bien. Alors, vous avez compris, chaque question, c'est un peu de temps et c'est à chaque fois passionnant. Donc, je vais laisser encore 2 questions, puis après, on va, parce que c'est tout aussi passionnant, on accueillera nos deux autres innovateurs. Alors, il y avait une question à gauche, et puis il y en a... Voilà. Alors, c'est les 3 dernières. Hop, il y en a 3. Question courte, s'il vous plaît, et puis je n'irai pas jusqu'à dire réponse courte, mais pas loin. Merci beaucoup Naïd, merci Christine. Effectivement, je suis un habitué des conférences et je voulais remercier l'équipe parce que j'ai l'impression que grâce à eux, j'ai économisé $150 000. Qu'avec les conférences, d'une certaine manière, je suis une école buissonnière depuis 2 ans et que je suis formé à plein d'autres choses qu'un MBA ne m'aurait pas appris. C'est très juste d'ailleurs, je pense qu'on peut les féliciter là-dessus pour ça, oui, tout à fait. On parlait de chatouiller, entre guillemets, les doctrines du capitalisme avec une approche jugad dans les grands groupes. Comment est-ce que vous chatouilleriez l'enseignement et à quoi ressemblerait un jugad MBA ou un jugad campus? Merci. Le jugad campus, on va le voir dans le Marais grâce à François Taddy, qui est un biologiste renommé, qui va lancer en fait ce qu'on appelle la science frugale, c'est-à-dire ce sera un grand campus où les gens peuvent, en fait, monsieur tout le monde peut ensuite venir et contribuer à la découverte scientifique. Donc, dans le Marais, dans le Marais, voilà, qui est quand même pas mal, quoi. Donc mon point, c'est qu'effectivement, on voit un commencement d'un grand bouleversement avec des gens comme donc François Taddy, entre autres, ou vous voyez la paillasse, par exemple, qui représente aussi ce nouveau modèle de ce qu'on appelle le biohacking. Donc ce que ça veut dire, que finalement, la réponse, je voudrais répondre, c'est-à-dire qu'en fait la création de connaissances et donc l'innovation, c'était toujours perçu comme quelque chose de très élitiste. Il n'y a que effectivement des grands scientifiques qui pouvaient faire ça. Alors je commence avec cet exemple extrême parce que on en parlera bientôt. Je vais répondre à l'école de gestion, à l'école de commerce, quoi, d'ingénieur. Mais je pense que quand on arrive à toucher au monde scientifique, qui ont dit finalement, on peut faire du jugad, on peut trouver peut-être un jour une cure pour le cancer de manière bottom-up et jugad. Déjà, on montre effectivement la France est déjà pionnière dans ce domaine-là. Ensuite, concrètement, effectivement, on peut faire un jugad MBA, un jugad d'ingénierie. D'ailleurs, à l'école de Mines, par exemple, Mines Paris-Tech, je suis tenu récemment, il y a quelques entrepreneurs récemment qui ont en fait conçu une nouvelle façon d'installer des sièges dans les avions. Ça coûte en moyenne beaucoup moins cher que ce que les constructeurs actuels vendent. Et en plus, c'est aussi très durable. Donc, on voit aussi que de plus en plus de jeunes ingénieurs sont capables, quelque part, de créer une rupture avec cette façon ingénieuse de concevoir des produits qui amènent plus de valeur à moindre coût. Et finalement, je pense que dans le monde des MBA, moi, je crois beaucoup, en fait, non pas à l'innovation frugale, mais plutôt ce qui peut aboutir à l'innovation frugale,
c'est justement justement dans le study, le survey, le questionnaire, c'était les demandes de dire en fait, on veut des futurs managers qui sont à l'aise de faciliter les interactions entre le monde privé, social et public. Il y a un terme. Les modèles hybrides, on dit en France. Voilà, chaîne de modèles hybrides. Et pour ça, on a besoin de former ce que Joseph Nye, un professeur de Kennedy School à Harvard, appelle les triathlètes. Des gens qui sont performants et qui sont polyglottes pour pouvoir converser à la fois dans le langage social, affairiste et aussi public. C'est là, je pense, que malheureusement, les écoles de gestion d'ingénierie, on est tellement hyper spécialisés, on ne promet pas cette forme de transversalité. Alors là, je vais vous demander un peu de compréhension parce qu'on va refaire un jeu de questions-réponses. Et monsieur, vous êtes debout depuis tout à l'heure, donc on va vous laisser le micro, c'est la dernière question et vous serez le premier au jeu de questions-réponses d'après, d'accord? Oui, bonjour. Jean-Pierre Castric, génie ingénieur dans la Silicon Valley. La question que je voudrais poser, c'est que ça me paraît tout à fait très bien à Juilliard en Inde, en Chine, mais en Europe, il y a un vrai problème, c'est qu'on doit faire des produits, des solutions qui sont conformes aux normes. Et les normes, elles sont faites par les lobbies des industriels qui obligent à faire ce qu'il y a de plus sophistiqué. Si on ne le fait pas, on ne peut pas avoir d'assurance, on ne peut rien avoir. Donc, c'est la société qu'il faudrait changer pour accepter des choses qui sont souvent inutiles, mais extrêmement coûteuses. Mais c'est les lobbies qui disent « faisons le pire ». Je voudrais votre opinion. Tout à fait. Je pense effectivement, il y a... Je veux dire, effectivement, des normes, tout ça. Bon, il faut... Alors, il y a deux parties de réponse. Effectivement, des fois, les lobbies peuvent être opposés à cette approche d'innovation, de faire mieux avec moins. Mais il y a aussi une autre partie de votre question, c'était est-ce que les normes sont souvent une contrainte? Et des fois, je demande est-ce que ce n'est pas justement une excuse des fois pour les entreprises pour utiliser comme prétexte pour ne pas innover. Parce que moi, je vois plutôt, comme j'appelle, pour moi, les contraintes, même les normes, des fois, ça peut être j'appelle ça le sol sur lequel vous dansez et non pas le plafond qui vous étouffe. Et quelque part, je vois de plus en plus, par exemple, dans le contexte plutôt américain, les normes, justement, sur les émissions. C'est ça qui a conduit les constructeurs automobiles comme GM et Ford pour pratiquer ce qu'on appelle l'allègement des voitures. Ils s'en foutaient avant de le faire, si je peux me permettre, et là, ils sont forcés de le faire. Donc, des fois, les normes peuvent avoir... Une dynamique positive. Voilà, exactement. Et parfois, il y a effectivement du lobby qui fait qu'il faut ça. Donc, il faut quelque part, je pense qu'aussi, il y a l'autre problème, c'est que... Je prends l'exemple de votre couveuse, si je peux me permettre. Avant qu'elle arrive en France, si je rejoins ce que dit monsieur, effectivement, il faut quand même passer une batterie et parfois, très fréquemment légitime, ceci dit, mais... Alors... Voilà, et la couveuse, elle est déjà ISO certified et elle est en train d'être certifiée par FDA. D'accord. Alors parce que FDA a quand même, c'est peut-être là qu'on peut quand même être créatif malgré les lobbies. Non, mais pourquoi? Parce que FDA a conçu un fast track pour ce genre de solution qu'ils appellent ça à haute valeur sociale. D'accord. Ça, c'est important. Voilà. Donc on peut aussi, c'est aussi la flexibilité. Il faut savoir qu'effectivement, il y a peut-être une façon de... C'est l'autoroute. L'autoroute, voilà, exact. Et donc c'est ça, je pense que le pragmatisme américain, c'est assez intéressant, parce que d'un côté, il y a des normes, et on crée aussi des exceptions pour des innovations frugales qui ont une autre valeur sociale. Alors ça tombe bien, parce qu'on va avoir besoin de faire des exceptions pour les deux innovateurs qui vont me rejoindre, qui ont eu des idées étonnantes, tous les deux, Paul Benoît et Nicolas Butin. Voilà. Rejoignez-nous. Vous pouvez les applaudir. Vous avez compris que pour eux, c'est facile de passer après cette conversation avec Navi. Donc, je vous présente très vite. Paul, vous êtes polytechnicien, informaticien, et vous allez nous parler de cette idée ingénieuse, le chauffage électronique, ok, mais surtout derrière l'idée, votre désir, en fait, c'est de démocratiser le calcul, la puissance de calcul. Je vous rassure, on va tous comprendre à la fin ce que c'est. Mais en tout cas, démocratiser les puissances de calcul pour les PME, pour les individus et pas simplement pour les grandes entreprises. On va voir un petit film, ça va être très clair. Et Nicolas, alors vous avez un parcours encore différent. Vous avez fait un peu de droit, un peu d'anglais, un peu de communication. Vous avez découvert le design au sein de l'agence Sagaz et Partners. Et puis en 2009, vous êtes parti en Angleterre et où vous êtes formé en fait au design management.
design management, et pour vous c'est l'éclat, la révélation à ce moment-là, hein, en clair. Vous vous dites, il est possible en fait pour moi comment dire, associer ma fibre écologique, la vôtre en tout cas, et votre désir de changer le monde. En faisant quoi? Eh bien en faisant évoluer les pratiques des entreprises dont on vient de parler, eh bien pour aller vers de l'upcycling, c'est-à-dire vers du zéro déchet, tendre vers ça. Et c'est ça l'activité que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et alors avant de commencer, comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit là pendant la demi-heure, le 3/4 d'heure avec Navi? Il y a pas mal de concepts que je rejoins beaucoup parce que c'est des choses que j'ai vécues. Un concept que j'aime beaucoup, c'est celui de la frugalité, c'est-à-dire l'objectif c'est pas de faire moins, c'est de faire beaucoup plus. Nous, notre objectif principal, c'est, comme je vais l'expliquer, c'est pas de chauffer, d'être écolo, etc., même si c'est une conséquence et que c'est très important. Notre objectif, c'est de pouvoir faire beaucoup plus d'informatique. Aujourd'hui, moi c'est ma passion, et notre objectif c'est de pouvoir fournir de plus en plus de puissance de calcul, parce qu'aujourd'hui la rareté de cette ressource fait qu'il n'y a que ceux qui ont les moyens de se l'offrir qui peuvent en profiter, et aujourd'hui la ressource de calcul est quelque chose qui peut être démocratisé et utilisé par beaucoup de gens. On le voit dans plein de secteurs, comme les secteurs de l'animation 3D, où il y a des gens. En fait, on dit souvent, pour faire par exemple de la 3D, des films d'animation, il faut du talent et de la puissance de calcul. Il y a beaucoup de talent, il n'y a pas beaucoup de puissance de calcul. Alors, on va voir exactement ce que c'est la puissance de calcul avec le petit film, mais voilà, la notion de frugalité, c'est ce que vous avez, ce qui correspond presque le mieux. Et puis Nicolas. Moi déjà, c'est un peu pareil, je me reconnais dans la posture et le process d'innovation de Jugal, en fait, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ce soir, et je suis très content d'être là et pour ça. Effectivement, moi j'ai aussi innové en faisant des trucs. Au début, on me disait à Londres, j'ai construit mes premières chaises à partir de déchets que j'avais vus dans la rue parce que ça me sortait des yeux et je trouvais ça aberrant qu'il y ait ce truc-là. Et puis j'avais besoin aussi tout simplement d'un fauteuil pour ma chambre. Je savais que j'allais rester 1 an à Londres, donc j'ai fait un truc un peu naze, un peu moche avec des papiers, du polystyrène, un peu toutes sortes de trucs un peu crado. Et ça m'a surtout amené à trouver d'autres gens qui faisaient des trucs beaucoup mieux que moi, avec moi, et qui étaient des super designers. Et c'est comme ça que l'aventure est un peu partie. Mais c'est vrai que j'ai cette culture-là de prototyper et d'avoir du feedback, et de reprototyper et de refaire du feedback, et d'avancer en fait comme ça, par test. Et on parlait de do it yourself ou de choses comme ça. Je pense que c'est très puissant en fait comme démarche. Tout à fait. Alors, on vous passe un petit film qui a été fait dans le cadre des émissions des solutions pour la Massif sur France 2, qui présente en fait très bien l'idée de Paul Benoît, et comme ça nous n'avons pas besoin d'être ingénieurs ce soir pour comprendre ce qu'il fait. Tout de suite, émission de solutions avec le Massif. Quand ça effectue des calculs, ça dégage énormément de chaleur. Alors notre idée, c'est de profiter directement de cette chaleur grâce à un radiateur ordinateur. En fait, on a créé le premier radiateur numérique au monde. Pour schématiser, on a remplacé les résistances électriques du radiateur classique par des microprocesseurs. Plus l'utilisateur monte le chauffage, plus les microprocesseurs pourront effectuer des calculs. Et tous nos radiateurs sont reliés à Internet, ce qui fait qu'on dispose d'une grande capacité de calcul. Et nous, notre métier, c'est justement de vendre cette capacité de calcul à des entreprises ou des centres de recherche. Pour vous donner un exemple, les calculs nécessaires pour réaliser un film d'animation 3D peuvent chauffer plusieurs milliers de personnes pendant 1 an. Et pour l'utilisateur, c'est tout bénef, on lui rembourse sa consommation électrique de chauffage. D'ici la fin de l'année, on aura déjà installé 350 radiateurs numériques. Et c'est qu'un début. C'était émission de solutions. D'accord, voilà. J'ai à ma droite le futur. Qui est un peu publicitaire, mais c'est vrai que ça permet de bien synthétiser. Il y a eu un travail qui a été très bien fait justement de synthèse, parce que c'est pas forcément simple à expliquer. L'idée, en fait, elle est assez simple, c'est de dire il y a 2 objets, 2 machines. Celle-là, c'est la machine la plus bête qui existe, qui consomme de l'électricité, c'est une résistance électrique. Vous faites passer de l'électricité dedans, et tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous générer de la chaleur. Et puis, il y a certainement la machine que j'admire le plus aujourd'hui, qui est celle-là.
vous faites passer de l'électricité là-dedans, à peu près la même quantité, vous allez générer la même quantité de chaleur, mais vous allez faire des choses extraordinaires avec ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du calcul informatique en général, et ça sert dans plein de secteurs de l'économie. Alors moi j'ai sévi dans un secteur qui est le secteur bancaire, où ils font énormément de calculs, mais j'ai pu découvrir justement à travers des rencontres avec plein d'autres gens, que la puissance de calcul est utilisée dans plein d'autres secteurs, dans les secteurs de la recherche scientifique, sur les protéines, il y en a de plus en plus. Dans le secteur de l'animation. Modéliser par exemple, c'est ça. Pour modéliser les protéines, aujourd'hui on fait de plus en plus, on travaille sur un sujet autour de la mucoviscidose, où en fait des chercheurs nous expliquaient comment ils font ce qu'on appelle de la simulation in silico, parce que ça c'est fait en silicium. Donc ils simulent ces molécules pour essayer de trouver la forme qu'elle va prendre, quel est le problème de la molécule, et puis essayer de trouver les médicaments qui vont pouvoir régler tout ça. Ils font ça par ordinateur, et ils rêvent d'avoir 1000 fois plus de puissance de calcul que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il y a les banquiers, il y a les gens qui font de la recherche scientifique, et puis il y a tout le monde de la création, où on voit des jeunes, même des fois de 14 ans, qui font de la 3D chez eux, mais ils n'ont juste pas de puissance de calcul, mais ils sont capables de faire des trucs juste incroyables. D'où l'idée en fait de trouver un moyen d'avoir plus de puissance de calcul. Et le gros problème de la puissance de calcul, c'est que les ordinateurs, ça chauffe énormément, ça consomme plein d'énergie, vous allez en entendre parler de plus en plus avec tous ces data centers qui se multiplient. Et il y a un énorme souci, c'est que ça consomme beaucoup trop d'électricité aujourd'hui, et ça ne fait qu'augmenter. Et ça coûte cher. Et ça coûte très cher, donc tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et il y a un espace qui est juste colossal, qui est de se chauffer chez soi, c'est-à-dire qu'on peut se chauffer avec ça plutôt qu'avec ça. Je pense que tous les geeks qui ont bossé très tard le soir avec les 3 ordinateurs autour d'eux savent que ça chauffe beaucoup, donc voilà, c'est de ça dont on parle. Je vois que ça réagit. Et ceci dit, derrière, en fait, dans votre démarche, on est, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont lu, mais on est en plein dans ce que Jeremy Rifkin appelle la 3e révolution. Il vous a cité d'ailleurs, d'une certaine manière. Non, mais c'est quand même une manière aussi d'utiliser, d'éclater ces puissances de calcul et non pas de les concentrer, en effet, avec tous les problèmes que ça engendre de chaleur, surchauffe, etc. C'est ça? Tout à fait. En fait, c'est une conséquence. En fait, on faisait du Rifkin sans le savoir. C'est-à-dire qu'on profite d'un réseau double qui est le réseau électrique, qui est déjà déployé, en tout cas à Paris, qui est très bien déployé avec de la fibre optique, etc. Donc on profite d'un double réseau électrique d'un côté et un réseau numérique de l'autre. Et ça nous permet d'étaler, d'avoir une approche qui est un peu plus proche de la nature. Disons, la nature n'a pas l'habitude de se concentrer, à part les volcans, c'est quelques exemples, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais on profite plutôt d'une logique d'étalement de chaleur. Et pour rejoindre le Jugaad, il y a une comparaison qu'on fait parfois. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'on m'a appris l'étymologie du mot maison en chinois ou en japonais, pour ceux qui connaissent ce signe. C'est un toit, le signe du haut c'est un toit et le signe du bas c'est un cochon. Et pourquoi ça a cette origine-là? C'est-à-dire que le cochon, ça avait pour objectif d'être mangé, mais ça servait aussi à chauffer la maison. Et c'était juste du bon sens, et je pense que le Jugaad est incarné par ce bon sens qui allait jusque dans l'écriture. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le cochon moderne, c'est un petit peu l'ordinateur, c'est un petit peu... tout le monde en veut un chez soi, et autant en profiter pour profiter de la chaleur qu'il génère autant que possible. Alors, Paul, vraiment en amont, parce qu'après on va passer la parole à Nicolas, vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça marche encore plus? Voilà, vraiment, en une phrase. Alors, aujourd'hui, nous, on est déjà en train de déployer des machines, donc beaucoup avec Paris. Les machines, c'est des radiateurs. Des fameux radiateurs, donc à la fois dans une école d'ingénieurs à Paris, qui est Télécom Paris, et puis dans des logements sociaux de la RIVP à Paris également. Donc ça, c'est pour la partie chauffage, mais surtout sur la partie calcul. Aujourd'hui, on commence à travailler dans les 3 secteurs que j'évoquais un petit peu à l'instant, qui sont le secteur de la recherche scientifique, sur tout ce qui est recherche sur les protéines, le monde de l'animation 3D qui nous plaît énormément, et puis aussi des secteurs comme la finance et l'assurance, qui sont extrêmement gourmands en puissance de calcul, et qui, même eux qui en ont déjà, en cherchent toujours plus. Voilà, aussi pour des raisons réglementaires. D'accord. Ce qui veut dire qu'en hiver, on sera bien chauffé et en été, ça s'arrête quand même, quoi. Oui, alors on ralentit bien sûr en été. En fait, toute l'idée, c'est aussi de dire plutôt, en fait, on va avoir une surcapacité. C'est toujours cette approche de penser les choses à l'envers, c'est-à-dire prendre la contrainte, essayer de la voir dans l'autre sens.
Nous, en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en hiver, en fait, on va avoir trop de puissance de calcul, donc plutôt que de faire des calculs idiots juste pour chauffer les gens, l'idée c'est de pouvoir en offrir à la recherche scientifique, comme le font déjà d'ailleurs des particuliers en proposant leur ordinateur gratuitement pour faire des calculs pour la recherche scientifique. Super, merci. Nicolas, vous, alors du coup, je vais vous laisser présenter, en fait, alors c'est marrant parce que le parallèle de regarder la nature faire et finalement se mettre dans le même pas, c'est exactement ce que vous faites finalement. Oui, enfin nous on s'inspire effectivement beaucoup de tout ce qui est naturel et tu as parlé de bon sens, nous on parlerait peut-être de bon design et le bon design aujourd'hui doit se soucier effectivement des ressources qu'il utilise pour faire les objets qui sont dans cette pièce et qui peuplent le monde. On a parlé aussi de gâchis finalement, de puissance de calcul qui n'est pas bien optimisée, qui pourrait servir à faire quelque chose. Et dans la nature, il se trouve que les organismes font déjà ce jougade, je fais exactement avec les ressources dont j'ai besoin et je redonne à l'écosystème pour que je puisse augmenter à chaque fois la valeur. Et c'est ça l'évolution. C'est pour ça qu'on est, c'est un peu la figure du coquillage et beaucoup on parle d'upcycling. Un peu pour utiliser un gros mot et pour avoir notre mot aussi marketing. Bientôt un bouquin. C'est toujours important. Et cette histoire de boucle, donc ça a presque rien à voir avec le recyclage, mais l'upcyclage c'est comme un coquillage qui grossirait et qui à chaque boucle finalement augmente. Donc c'est ce côté up conférence, upcyclage. Et voilà, nous on essaie de déployer ce type d'innovation qui s'inspire de la nature, mais qui peut aussi s'inspirer des trouvailles en informatique et en software, et il y en a plein, qui sont parfois même inspirés beaucoup de ce qui est trouvé dans le vivant, et de les intégrer à la démarche d'une entreprise, d'une toute petite ou d'une grosse, qui est comme un gros organisme aussi, finalement. Justement, quelques exemples, peut-être un ou deux exemples entre guillemets concrets. Alors, je vais prendre un exemple de produit parce que je l'adore, il n'y en aura peut-être qu'un, mais celui-là est génial. C'est les champignons. Qui sont à ça d'ailleurs. Mais en fait, on peut faire du polystyrène avec des champignons qu'on a cultivés dans le noir, avec très peu d'énergie et qui en plus peuvent, dans cette démarche de faire pousser, peuvent dépolluer les sols, des hydrocarbures ou de tout un tas d'autres trucs. Donc déjà, il y a de la valeur là, dans plein de sens. Et surtout, après, quand on assèche ce champignon, donc il est mort, on peut s'en servir pour du polystyrène dans tous les produits. Le polystyrène a une durée de vie très courte, donc autant le faire avec un matériau plus intelligent. Et évidemment, il se biodégrade très facilement dans la nature. Donc, ça, c'est ce type de processus d'innovation, de produits qu'on essaye d'introduire dans les entreprises. Et donc ce champignon est utilisé pour les pare-chocs de voitures. C'est déjà utilisé en fait, hein. C'est un vrai produit qui existe déjà, mais qui n'est pas encore, à mon sens, assez démocratisé. Et ça sert aussi pour tout ce qui est isolant, pour remplacer la laine de verre ou la laine de roche, qui là pour le coup est un produit très très énergivore et pas très bon à extraire. Ça dépense énormément d'énergie en fait à créer ce matériau, qui est un petit peu toxique parce que c'est vraiment des micro-particules, donc quand on les met dans notre maison, en fait on s'intoxique un petit peu, alors que le champignon c'est naturel. Une fois qu'il est asséché, on va pas avoir la mérule chez soi qui va manger notre maison, parce que les gens ont peur de ça forcément. Quand on parle de champignons ou d'araignées ou de trucs un peu comme ça, voilà, mais il y a des super innovations aussi dans le fil d'araignée. J'en parlerai peut-être après. Alors, je pense qu'on comprend la démarche. Après, Wita, votre société à vous, du coup. Alors, nous, on propose quoi? Nous, on propose du conseil aujourd'hui parce qu'on arrive à remonter un petit peu les échelons et arriver, pas encore au PDG, mais à susciter l'intérêt des directions d'innovation. Et du coup, ça ne transforme pas forcément parce qu'il faut arriver à ce qu'on cible le PDG et qu'on arrive à lui faire passer quelque chose d'assez profond de mindset, de changement d'état d'esprit. On n'y est pas encore. Et ce qu'on vend aujourd'hui, c'est des prestations de services, d'événements, il y a du conseil d'abord, ça c'est le cœur de notre activité, qui est en train d'être lancé, si j'ai bien compris. Donc c'est ça qui prend du temps. Donc on a vu L'Oréal, demain on voit Leroy Merlin. Donc vous n'êtes pas obligé de donner le nom de vos clients. C'est pour dire que
Déjà pour, on est content aussi d'avoir déjà des contacts avec ce genre de boîte au bout d'un an. Et oui, c'est très bien. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a vendu au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt des choses qui pourraient presque s'apparenter au greenwashing, et je le dis parce que autant être transparent, c'est qu'on a fait des opérations pour Peugeot sur les Champs-Élysées, des super beaux trucs, on était tout fiers d'avoir construit ces choses-là, mais les gens ne sont pas venus nous chercher pour intégrer les champignons dans leur pare-choc de voiture. L'étape d'après, c'est justement de rentrer et d'établir un espèce de dialogue avec eux, de faire du jugad et de faire du compromis, d'avancer comme on peut le faire. Peut-être qu'en France c'est plus difficile aussi d'avancer, j'en sais rien, mais d'aller tout de suite dire qu'on a une super vision et peut-être qu'il faut que j'écrive un livre aussi. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut faire ce genre de choses. Tout à l'heure on était un peu entre guillemets moqueur avec ces nouveaux mots, mais ça permet de fixer des idées, mine de rien, et puis d'éduquer. Vous êtes dans cette étape entre guillemets un petit peu d'évangélisation qui est déjà bien nourrie, ceci dit, en France, vous êtes vraiment dessus. Et vous arrivez globalement à en vivre, quoi, entre vos événements, l'aménagement que vous proposez, et puis là le début des contrats qui s'annoncent. On a fait un peu d'aménagement d'espace aussi, et je réagis sur la remarque du monsieur tout à l'heure sur les normes et les lois et les régulations. Pour tout ce qui est aménagement d'espace, donc on a fait un petit peu pour Silicon Sentier, je ne sais pas si on a fait du mobilier pour eux, et c'était très compliqué parce qu'on était contraints par tout ce qui est normes incendie pour récupérer des choses qu'on aurait pu trouver dans la rue et les remettre dedans et les retaper et tout ça. Et en fait, on était bloqués pour remettre de la peinture anti-feu. Le feu, ça se déclare pas tout le temps. Par contre, inhaler des substances anti-feu, vernis, machin, tout ça, en fait, c'est pas terrible pour la santé. Donc, limite, on fait du down, alors qu'on pourrait juste dire, bah non, c'est peut-être bête de mettre cette loi, tout le monde a envie d'avoir un truc récup sympa. En tout cas, questionnement. Mais sauf les pompiers, parce qu'eux, ils ont peur et qu'ils sont aussi contraints par leur propre... Sauver des vies, peut-être. Sauver des vies, mais voilà, bon, on est bloqué. En tout cas, questionnons les normes, n'ayons pas peur de les questionner pour... Et aussi sur tout ce qui est déchets électroniques, parce qu'on a organisé un festival autour de l'obsolescence programmée, c'est pour ça que j'ai plein de trucs. Enfin, en fait, c'est bizarre d'être sur ça. Vous avez un futur client-fournisseur. On a envie de répondre à tous les trucs. Moi, j'ai pris plein de notes sur mon téléphone et j'aurais pas le temps de réagir à tout. Et là, c'est très compliqué aussi dans le domaine informatique. D'agir pour remettre du bio, du vivant, des trucs pas carcinogènes, tout ça. Enfin, là, on est vraiment une grosse un ordinateur en champignons, je saurais d'où ça vient. Alors, on va passer aux questions. Merci en tout cas. Alors, je crois qu'on peut le féliciter parce qu'il nous amène à réfléchir autrement. Et c'est toujours difficile, on le sait, en France comme ailleurs, hein, d'être le premier, en tout cas dans les premiers, à changer les pratiques. Il faut de la ténacité. C'est le moment des questions. On est un petit peu en retard, mais il reste quand même quelques minutes, donc c'est très bien. Alors, j'ai une première question là, j'en ai une autre qui est arrivée par SMS. Je vous le rappelle, vous pouvez envoyer vos SMS, vous pouvez envoyer vos... alors, j'ai plus le numéro en tête, il est en bas à droite, voilà. Hashtag UpConf, faut leur 06 42 94 24 47, c'est en bas à droite. Voilà, oui, à droite pour vous. Et voilà, première question, monsieur. Bonjour, merci. Donc, la question c'était à l'origine pour Navi, mais finalement ça s'adresse vraiment à... Présentez-vous. Alors, Wassim Chelfi, je suis informaticien, j'ai été à lycée pour monter une entreprise sociale et solidaire, récupérer.com. On travaille beaucoup sur la récupération pour faire de la sensibilisation auprès des plus jeunes. On touche 400 jeunes hebdomadairement sur la sensibilisation. Et ma question, en fait, elle touche sur le côté social. J'adhère entièrement sur l'ingéniosité qu'il faut mettre. Mais il est où le côté social, le volet social, pour bien comprendre, pour bien progresser sur le débat? Merci. Oui, alors c'est effectivement l'ingéniosité en fait telle que pratiquée dans les pays émergents. Enfin, dans mon livre, il y a plein d'exemples. Ça part en fait de la compassion, parce qu'en fait, au-delà même de l'ingéniosité, c'est la compassion, parce que la personne, voilà, dans son village ou dans sa ville, en fait, rencontre des problèmes au quotidien. Par exemple, ça peut être des bébés prématurés qui meurent, ou ça peut être par exemple les femmes aveugles qui sont voilà, ostracisées socio-économiquement dans les villages indiens ou africains. Et souvent c'est ça qui en fait crée ensuite la passion pour ensuite trouver une solution ingénieuse. Donc contrairement à Silicon Valley, c'est pas une personne voilà, qui se lève le matin en j'aimerais bien devenir comme Mark Zuckerberg, un millionnaire, quoi, et ensuite disent qu'est-ce que je vais inventer pour ensuite devenir millionnaire, quoi.
mon point, c'est que l'ingénierie telle que pratiquée par l'émergent, c'est vraiment, ça a une origine sociale. En ce sens, c'est quelqu'un qui veut en fait aider la société pour résoudre un problème tout à fait spécifique dans le secteur de santé ou l'exclusion financière ou n'importe quel domaine ou accès à l'énergie. Et ensuite, effectivement, il y a l'ingénierie qui est utilisée pour résoudre ce problème, quoi. Et je pense de ce fait, c'est vrai qu'il y a toujours cette dérive, c'est qu'on voit le jugaad comme étant quelque chose qui, c'est un problème à la recherche, une solution à la recherche d'un problème. Donc mon point, c'est qu'effectivement, je pense que les études de design thinking, l'idée c'est de dire, on commence d'abord avec les besoins essentiels de l'utilisateur ou d'une communauté, et souvent c'est besoins vraiment sociaux de nature, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une. Alors, j'ai oublié de poser. Le temps que vous arriviez, je pose la question que j'ai dans la main. Beaucoup de questions du centre et de gauche. Pour être politiquement correct, il faut prendre peut-être quelqu'un de droite. On n'a rien contre la droite, histoire de vraiment rassurer. Et puis, il y a les petits partis émergents, voilà, donc qui envoient leur SMS. Il y avait cette question, je vous passe la parole tout de suite après. Selon vous, quelle est la part des leaders éclairés dans le total des entrepreneurs indiens et plus largement des pays émergents? Moi, je dirais, et plus largement, dans ceux qui vous contactent. Non, parce qu'en fait, c'est assez intéressant, parce que je vais aussi demander aux autres intervenants de répondre quelque part. Mais en fait, je pense que les gens qui me contactent, à la fois, je dirais, c'est un mix de leaders, des fois, qui sont très éclairés, c'est-à-dire qui sont très avancés dans leur pensée. Et ensuite, quelque part, ils m'invitent, en fait, à éduquer, en fait, leur cadre. Leurs équipes. Les équipes, exactement. Donc, c'est une approche quelque part top-down, où le leader est éclairé ensuite. Ça, il faut les présenter à Nicolas, parce que c'est voilà. Sa quête, en fait. Mais je dirais pour Nicolas, l'astuce, je dirais, c'est plutôt l'inverse. Des fois aussi, il faut commencer du bas. Parce qu'en fait, souvent, les leaders, en fait, en haut, ils sont un peu sceptiques. Enfin, ils veulent attendre, en fait, la preuve, des fois. Donc, en fait, dans des pays, en fait, surtout en France, où, effectivement... surtout quand on voit assez jeune, il y a toujours ces préjugés comme quoi, voilà, effectivement, il y a toujours ce risque, quoi. Donc la recommandation pour toi, ce serait effectivement que tu vas rencontrer un responsable d'unité de métier, faire quelque chose à petite échelle d'abord, qui marche, ensuite, effectivement, remonter la chaîne de valeur, quoi. Donc à la fois, je rencontre des personnes de haut niveau qui viennent vers moi, qui ont déjà compris tout. Et ensuite, exactement. Mais ça, je dirais que ce serait un ratio de 20%. Des gens vraiment éclairés là-haut. Et puis le reste, souvent, c'est des gens qui sont directeurs ou vice-présidents qui veulent faire venir pour faire monter le message en haut, quoi. Comment vous réagissez, ça, vous, avec les interlocuteurs que vous avez par rapport à vos innovations? Comment est-ce que vos prospects, clients vous regardent, vous accueillent? Ça rejoint un peu le sujet de... Bon, je réponds à la question. C'est vrai qu'on arrive avec une solution qui est un peu nouvelle, qui est un peu pensée à l'envers, parce que c'est un peu, je pense, pour pouvoir faire tout d'un coup plus avec moins, il faut des fois penser les choses un peu à l'envers, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en général, les interlocuteurs, ils sont un peu sceptiques, ils ne vont pas faire ça, comme vous le disiez, à grande échelle, donc il faut trouver le moyen de le démontrer à petite échelle, parce qu'il n'y a rien de mieux que la démonstration. L'explication, c'est bien, mais... La démonstration, enfin, d'une manière générale, montrer à quelqu'un que quelque chose est possible, c'est vraiment la meilleure façon de le convaincre. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense qu'il faut aussi profiter, quand vous arrivez avec quelque chose de nouveau et en rupture, détecter un petit peu les révolutions en cours, comme c'est le cas aujourd'hui avec le numérique. C'est clair qu'on est face à quelque chose qui est en train de débouler très fort. Et je pense qu'il faut réussir à profiter de ce passage-là pour se glisser dans la vague. C'est vraiment, donc il faut profiter de cette énergie-là pour se placer. Aujourd'hui, nous, la partie sur laquelle on est, c'est le cloud qui se déroule en ce moment, qui est en train d'arriver très fort. Et donc on arrive avec une solution nouvelle, et donc il y a des gens qui sont prêts à écouter. Vous êtes concurrent direct de Amazon Oui, effectivement, les gens avec qui on se frotte, c'est pas des petits noms, et nous, on est tout petits, donc forcément, voilà. Mais on propose quelque chose où les gens comprennent, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc profiter du changement pour Nicolas? Non, enfin, ta remarque, c'est ce qu'on commence à faire, en fait, parce qu'on arrête de vouloir leur vendre trop et tout de suite, et voilà. Mais donc, du coup, on continue à faire des petits avancements, des petits compromis, et pour après leur filer notre bouquin, et puis de faciliter aux étages. Voilà.
Après, c'est la Silicon Valley. La stratégie. Le retour conférence à la Bellevilloise 20 ans après. Une question, vous aviez une question? Bonsoir, je m'appelle Claire Schaeffer, je suis américaine et cette année j'ai C'est super ce soir, si je peux me permettre. Attendez, regardez un peu la dimension internationale de cette soirée, c'est quand même... bravo, c'est chouette. Merci. Et cette année j'ai fait le master Innover et Entreprendre de l'ESCP et je m'intéresse beaucoup aux thématiques comment aider le grand public à être plus créatif et plus innovant. Et donc je voulais vous demander s'il y a des petits jeux ou des exercices simples que l'on pourrait faire pour développer justement l'état d'esprit de Jugad ou cette capacité à être innovant. Mais oui, c'est une question assez importante parce qu'effectivement, je ne sais pas s'il y a des outils, mais je pense que si vous êtes un père de famille, vous avez qu'à voir les enfants, comment ils innovent. Quoi. Quelque part, pour moi, Jugad, on n'a pas parlé parce que l'ingénuité, il y a aussi, la racine du mot, c'est ingénu, l'innocence. Et souvent, je pense qu'une des raisons les enfants sont tellement innovants, parce qu'effectivement, je dis concrètement, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, moi, j'avais pas de jouets, parce que je grandissais à Pondichéry, les concepts de jouets n'existaient pas. Donc, on a inventé nos propres jouets, parce qu'effectivement, on n'avait pas des références. Donc, on était libre d'inventer de la façon dont on voulait. Et donc, on avait des morceaux de bois, on trouvait tout ce qu'on trouvait dans la rue, et puis on créait nos jouets à notre façon, quoi. Donc, quelque part, pour le grand public, je dirais que quelque part, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec le Fab Lab, le Maker Moment, c'est s'appuyer sur une ressource que je faisais déjà pour construire des choses tout à fait simples. Donc, je pense qu'au lieu de faire des jeux qui sont un peu, encore une fois, un peu intellectuels, pour moi, le Jugad, c'est quelque chose d'expérientiel, c'est quelque chose qu'il faut faire avec les mains. Et souvent, je pense que les enfants, c'est des superbes exemples parce qu'ils touchent tout, ils questionnent tout, ils refont tout, quoi. Et je pense que plus on avance dans l'âge, plus on n'ose pas, quelque part, on devient ce qu'on appelle en américain, enfin, c'est neck up, on est très intellectuel. Et je pense quelque part, il faut revenir un peu à... Donc là, pour répondre à cette question concrètement, vous leur donnez des Lego dans une salle avec D'ailleurs, il y a des jeux créatifs avec Lego, hein. Vous pouvez faire des choses incroyables, vous envoyer des liens ou effectivement des outils pour ça, c'est tout simple. Donc encore une fois, on n'a pas besoin de grosses ressources pour justement apprendre, même aux adultes, à redevenir en fait des jeux. Très bien. Il faut introduire les enfants dans les départements d'innovation. Voilà. Si, justement, la preuve, c'est que... il y a justement dans mon livre, je mentionne comment, en fait, il y a des jeunes enfants de moins de 7-8 ans, je pense 7-8 ans, qui ont été utilisés par un grand géant des distributions en Europe, je ne m'en souviens pas le nom, pour réinventer le cutlery, les couteaux et fourchettes qu'ils offraient en fait pour les personnes âgées. Ils se sont rendus compte que la moyenne d'âge des consommateurs actuels était de 50 ans, que tous les produits étaient conçus pour des personnes de 35 ans. Donc, ils ont fait intervenir les jeunes filles et garçons, et eux, ils ont conçu des produits que les utilisateurs ont jugé beaucoup plus utiles et performants que les ingénieurs. Alors, monsieur, et puis, alors vous étiez invité du côté droit, voilà, c'est le challenge de la soirée, éventuellement à poser une question. Il n'y a aucune injonction à le faire, mais en tout cas, vous avez une place privilégiée, voilà, dans la liste. Monsieur. Oui, je suis le créateur du club des Eco Business Angels. Et la question de l'éducation des gens et des entrepreneurs, des créateurs à Jugad, est-ce que vous êtes en relation avec ce qu'on appelle l'innovation citoyenne, par exemple, hein, vous participez d'ailleurs le 3 et le 4 aux rencontres de l'innovation citoyenne, ou alors avec les champions de Chamengo, par exemple, est-ce qu'il y a des liens à faire avec tous Sparklo, Chamengo, tout ça. Voilà, tout à fait. Vous êtes familier avec Chamengo, par exemple ou... Ouais. Il habite dans la Silicon Valley tout de même. Et donc, c'est vrai que Chamengo n'a peut-être pas encore traversé le... J'aimerais bien savoir, passe par Internet. C'est extraordinaire. Si je peux me permettre, c'est une ancienne journaliste, enfin qui est d'ailleurs toujours journaliste, qui fait des petits films de 2 minutes. Voilà, Catherine Bertini, merci. Et qui sont extrêmement, un peu comme ce qu'on a vu là, c'est très pédagogique,
sur voilà, des innovateurs à travers le monde. Et de fait, ça nous amène, c'est comme des petits bonbons d'une certaine manière qu'on découvre. Et en fait, c'est plus qu'un bonbon, c'est qu'à chaque fois, c'est une avancée sociétale, d'innovation, etc. Et derrière ça, elle lance une initiative qui s'appelle 1000 pionniers. Voilà, 1000 pionniers pour changer le monde, auquel chacun peut participer. Bon, donc il y a voilà, petit à petit une dynamique qui se met un peu en place. C'est ça, Chamengo, c'est cette initiative-là. Et vous connaissez Spark News, qui est dans la même veine. C'est un peu la même mouvance. Pour éduquer, oui, mais c'est surtout c'est comme le YouTube, en tout cas il se présente comme ça, le YouTube des innovations. Là la différence c'est que Spark News récupère en fait des documentaires qui sont faits sur la BBC ou ailleurs pour voilà, ils les mettent à disposition des citoyens pour qu'on ait connaissance. Et Chamengo filme, donc il y a un travail éditorial derrière supplémentaire, voilà. Enfin différent. Non, parce qu'en fait, justement, très rapidement, je pense effectivement l'innovation citoyenne, ça rejoint un peu l'idée, c'est qu'en fait, j'ai lu en fait la première revue de Up Magazine, c'était bien fait, c'était effectivement l'idée que, voilà, chapeau pour ça, parce que le sujet était justement l'empowerment. Citoyen, l'innovation des citoyens. Voilà, exactement. Donc l'idée, en fait, c'est, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des initiatives assez intéressantes dans le domaine, par exemple aux États-Unis, où le gouvernement Obama a mis en place ce qu'ils appellent le White House Office of Social Innovation and Civic Participation. Donc, civic participation, c'est l'innovation citoyenne. C'est une façon, en fait, de reconnaître que finalement, les citoyens sont capables d'innover. Donc, ce n'est pas juste des gens passifs qui reçoivent, en fait, l'aide ou l'innovation de là-haut, top-down. Et donc, l'idée, c'est d'en fait reconnaître, identifier et célébrer les innovations citoyennes. Et ensuite, le gouvernement d'Obama, ensuite, essayer de répliquer ça et à grande échelle. Donc, l'idée, c'est de commencer avec des solutions qui existent déjà, innovation citoyenne, et ensuite trouver un business model pour le mettre à grande échelle. C'est un peu les honeybees en Inde. Oui, il y a Günther Pauli aussi. Günther Pauli. Tout à fait. Merci pour votre question. Alors, je me tourne toujours vers la droite. Bon. La droite manque d'idées, alors c'est pas... Désolé. Non, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes dans une soirée un peu... Ah, j'ai provoqué quelqu'un là. J'ai provoqué quand même quelqu'un là. Ah, voilà, la droite se réveille. On saurait sauver l'honneur de la droite, comme ça. Bonsoir, je m'appelle Arwa Biri, je suis docteur en informatique. Et actuellement, je travaille comme ingénieur informatique. Et donc, ma question, c'est que je partage votre vision de la R&D, surtout en France. Et je me demandais, en fait, quelles sont vos préconisations pour redéfinir le rôle des acteurs des R&D. Est-ce qu'ils seraient plutôt comme des médiateurs, des facilitateurs, par exemple? Je vais quand même essayer de répondre les autres parce que je ne vais pas monopoliser les réponses. Mais ça, c'est un sujet favori que j'ai étudié pendant... D'ailleurs, ça peut intéresser mon master, justement, à l'École centrale. C'était sur les systèmes d'information ouverts, c'est-à-dire comment, en fait, on pratique l'innovation ouverte. Donc, le concept d'innovation ouverte, c'est-à-dire que finalement, tous les scientifiques, les ingénieurs ne sont pas au sein de votre entreprise. Il y a, pour chaque scientifique que vous employez ou l'ingénieur employé au sein de l'entreprise, il y a peut-être 5 000, 10 000 chercheurs en dehors que vous pouvez effectivement aller chercher. Et donc c'était ça ma thèse. Et finalement, pour répondre à votre question, effectivement, vous avez très bien utilisé le mot-clé que j'adore beaucoup, c'est effectivement le rôle des R&D, c'est de comprendre que la connaissance, c'est pas le pouvoir. Dans l'ère de Google, le pouvoir, c'est l'identification de la connaissance et le partage de la connaissance. Donc, parce que le monde de savoir va aller dans un monde en réseau. Donc, et là, effectivement, ce que j'ai étudié, c'est en fait comment la R&D peut commencer à assumer d'autres rôles que le rôle d'inventeur, le savant, encore une fois. Et un nouveau rôle qui peut, effectivement, c'est le connecteur. J'appelle ça le broker. Et ça, c'est quelque chose que de plus en plus d'entreprises peuvent jouer. D'ailleurs, moi, je préconise, pour répondre à votre question, c'est effectivement que de plus en plus, la R&D peut devenir en fait le passerelle entre le monde formel de recherche traditionnel et le monde de Jugaad. Donc il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ce qu'ils font, c'est qu'en fait ils commencent à identifier des idées de Jugaad qui viennent du monde extérieur et ensuite ils appliquent des approches plus formelles pour développer ça à grande échelle, quoi. Donc effectivement c'est une très belle remarque que la R&D
elle peut garder sa pertinence, mais en se réinventant en tant que connecteur et brokers, quoi. Oui, je voulais réagir aussi un petit peu, parce que c'est vrai que le monde de la R&D et le monde ouvert, ça ne va pas toujours très bien ensemble, enfin, dans les entreprises privées en tout cas, mais sur la recherche publique, c'est vrai qu'on voit des initiatives, par exemple, dans le monde qu'on connaît, qui est du calcul intensif, parfois ils exposent ce qu'elles font comme calcul, par exemple en disant, ben voilà, le type de calcul qu'on fait, si vous voulez nous aider à les faire de meilleure manière, donc avec l'open source, etc., il y a aussi cette volonté de montrer ce qu'on fait, pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont des idées pour faire mieux. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça va se développer aussi. Il y a des exemples concrets récemment. Il y a quelque chose qui se développe beaucoup, c'est l'open data. C'est vrai que donner les données, ça permet à des gens de faire des choses avec. Je sais pas, optimiser la gestion des Vélib, faire en sorte que vous arrêtez d'avoir une station Vélib toujours vide en bas de chez vous. Ça, c'est des problèmes d'optimisation. Et il y a des gens qui codent chez eux et qui sont certainement capables de trouver des bonnes solutions. Ouais. Et sur l'open source aussi, il y a des gens qui publient, qui sont peut-être pas des chercheurs, mais qui se font rattraper par des départements de R&D parce qu'ils ont mis tout en open source, tout en gratuit, parce qu'ils ont juste voulu partager le fait d'avoir fait une écharpe connectée qui fait de la lumière quand on bouge. C'est un gars que je connais, qui s'appelle Morin, et qui aujourd'hui se fait employer par des départements de R&D qui sont plus justement comme la Tour d'Ivoire. Et qui les ont quand même embauchés, ils n'ont pas juste pris l'idée. Non, parce qu'ils pouvaient prendre les idées, mais la personne qui explique l'idée, c'est pas tout à fait pareil que juste aller choper les fichiers. C'est clair. Voilà. Il y a un exemple quand même, ça peut t'intéresser parce que c'est en temps réel, ça se fait en plus c'est en France, encore une fois, les pionniers justement on célèbre là. Alors, un exemple très intéressant s'appelle Quirky, Quirky. Ça a été lancé par un jeune de 23 ans à New York. Et devinez quoi, ils ont un des partenaires maintenant pour eux, c'est General Electric, qui a fait un partenariat avec Quirky. Donc l'idée, c'est que General Electric a beaucoup de brevets qui sont sous-utilisés. C'est-à-dire qu'ils ont inventé quelque chose, mais la technologie n'est jamais utilisée pour construire un produit ensuite. Donc l'idée, c'est de mettre ces idées-là publiquement accessibles aux entrepreneurs. Donc c'est l'innovation ouverte. Donc Quirky a créé une interface, donc le connecteur entre le monde R&D de GE et les entrepreneurs qui peuvent licencier la technologie de GE et ensuite construire un appareil électronique. Et devinez quoi, Auchan vient de faire venir Quirky en France. Alors c'est super, il y a toute une chaîne de valeur qui s'est mise en place. Vous prenez des inventions de GE, vous lancez un produit, et le problème toujours c'est quoi? C'est le créneau de distribution. Et maintenant il y a Auchan qui vous attend. Et tout d'un coup, vous avez toute la chaîne de valeur qui se construit. Alors j'ai un petit message. Voilà, nous devons terminer cette soirée avant 21h, parce que la salle ensuite sera occupée. Du coup, vous voyez l'heure qu'il est, il va rester le temps pour peut-être deux questions. Voilà. Alors il y a une question à droite, monsieur est debout depuis tout à l'heure, voilà, et puis une deuxième identifiée au bout à gauche, voilà, et voilà, à droite à gauche, monsieur pile poil, et comme ça c'est très bien. Monsieur. Oui, je suis Jim Koudao, économiste. La question va à Benoît et monsieur Benoît et Navi. Est-ce que vous avez entendu parler tout récemment en France de l'école 42? Qu'est-ce que ça vous fait? L'école 42. L'école 42. Et monsieur, c'est quoi votre question? Comme ça, on la prend tout de suite. Vous avez voilà, hop, l'écran arrive. Jean-François Coutor, éditeur. Vous savez qu'en France, beaucoup de choses ne sont pas liées seulement aux entrepreneurs, mais aussi aux administrations, aux appareils politiques et syndicaux. Comment inoculer le Jugaad dans ces appareils qui souvent empêchent beaucoup les entrepreneurs d'entreprendre? Eh bien, c'est une bonne question pour terminer. Parfait. L'école 42, le Jugaad dans l'administration. Alors, sur l'école 42, alors je ne la connais pas parce qu'elle est toute nouvelle et c'est vrai que nous, on côtoie beaucoup une école qui ressemble beaucoup, qui est l'EPITA, qui est très connue aussi. C'est assez intéressant parce que moi, je viens disons, des écoles institutionnelles françaises, l'école polytechnique, où c'est très théorique. Et c'est vrai que des gens, par exemple, comme l'EPITA, c'est des gens qui savent vraiment coder, qui savent se servir d'une machine
Pépita, on a pas mal de gens qui viennent de là-bas, mais l'école 42 s'inspire un peu de ça, c'est-à-dire mettez tout de suite les mains dans le cambouis, apprenez à coder, apprenez à vous débrouiller. Donc, bon, après je connais pas le niveau de formation théorique, c'est vrai qu'il y a toujours un équilibre entre la théorie et la pratique. C'est vrai que pour certains cas, c'est bien d'avoir une formation théorique un peu solide, mais d'une manière... Parce que, en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît l'école 42, le principe c'est les mains dans le cambouis tout de suite, hein, c'est ça? Alors, de ce que j'en connais, c'est l'école qui a été fondée par le fondateur de Free, récemment, qui fait beaucoup parler d'elle et qui recrute beaucoup de futurs diplômés. Vous voulez réagir dessus? Non, je voulais juste dire, en fait, oui, j'ai entendu parler et ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, c'est très méritocratique parce qu'en fait, les tests sont standardisés et souvent, c'est aussi une forme d'inclusion parce qu'en fait, c'est des gens peut-être qui n'ont pas fait classe prépa, je peux me permettre, mais aussi ont accès à cette forme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça garantit un emploi à la sortie, mais en même temps, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Donc, c'est très ouvert, transparent au niveau de sélection process. Et moi, j'admire en fait non seulement ce qu'il a fait à Zaménil avec ça, mais ce qu'il existe le plus, ce qu'il va faire ensuite, c'est créer cette pépinière d'entrepreneurs bientôt, qui va révolutionner à mon niveau aussi. Donc, parce que c'est important, c'est à la fois former ces jeunes, mais aussi ils ont les outils pour justement s'émanciper en devenant justement des entrepreneurs, quoi. Très bien. Et alors, la question, le jugat dans l'administration. C'est une question un peu corsée là. C'est une bonne question. Non, mais je vais quand même être assez direct, c'est que je pense que de la même façon que R&D doit se réinventer, c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai dit, R&D aller de l'inventeur à connecteur. Je pense qu'en France, il faut aussi réinventer le rôle de l'État vis-à-vis de l'innovation, de financier à facilitateur. Et ça, c'est un rôle qui est difficile en transition, du moins à faire pour l'État, parce qu'en France, c'est quand même l'État, je rappelle toujours au Grand Palais de Rénovation il y a quelques années, c'était en gros, c'est marqué, l'État rénove ça pour vous. Vous ne verrez jamais ça aux États-Unis. Donc c'est l'État-providence, comme toujours là, partout, omniprésent. Donc quelque part, je me dis, c'est ça, c'est l'innovation citoyenne, c'est quelque part rejoindre l'idée que finalement, il faut faire confiance aux citoyens, quoi. Et donc, effectivement, comprendre finalement le rôle de l'État, c'est pas systématiquement de financer, d'essayer de normaliser tout, mais plutôt d'être plutôt fluidifier, exactement. Une nouvelle posture. Et j'ai rencontré Nicolas Dufour, donc de BPI, entre autres, qui finance justement les PME. Et c'est ce que je dis finalement, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que BPI se voit juste en tant que financier, mais plutôt aussi peut-être célébrer en fait des innovations Jugaad qui existent déjà dans le monde de PME, parce que Jugaad, c'est pas que pour les grandes entreprises, quoi. Il y a beaucoup de PME en France qui pratiquent le Jugaad sans même le savoir. Donc il faut quelque part valoriser ça et ensuite essayer de rendre ça à grande échelle. Là, le financement est utile. Mais si on arrive à cette attitude un peu condescendante, voilà, vous les pauvres, on va vous aider, on va vous financer, je pense que c'est pas ça le ceci dit, des fois, ce sont quand même des filets de sécurité utiles. Oui, des fois, quoi. Quand on regarde les États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi l'histoire de la France, ce qui m'excite, il faut quand même, c'est un point important, je voulais quand même partager, c'est que je passe maintenant la moitié de mon temps en dehors de Paris. Je suis désolé, mais bon, j'ai vécu à Paris longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les plus belles innovations, je vois, territoriales, ça se fait pas à Paris. Je suis désolé de dire. Bordeaux est très actif, Marseille. Je vais à Bordeaux justement bientôt, il y a Grenoble, il y a Lille, je veux dire, c'est ça qui m'excite le plus. Et que ce soit en Inde ou en France, je vois un phénomène de plus en plus synonyme, parallèle, c'est qu'en fait, il y a cette bottom-up innovation aussi qui est en train de plan politique. Pour moi, c'est ça, c'est pour un système fédéral comme l'Inde ou un système comme la France, c'est là qu'on va effectivement pouvoir s'en sortir, quoi. Est-ce que je crois qu'on va rester, il est 56, sauf si tu veux donner un dernier point. Non, je ne sais pas comment conclure. Non, alors on va laisser, alors on va le faire. Non, vous allez prendre le dernier commentaire, un avis, et après, alors 2 minutes que nous ayons le temps de remercier tout le monde, etc. etc. Non, en fait, je vais être très bref, en fait, lisez mon livre. Hein. Voilà. Non, mais en fait, non, sans blaguer, en fait, juste un petit mot, en fait, pour moi, c'est que ce que je voulais faire dans mon livre aussi, c'est célébrer l'humain. Parce que je pense, quelque part, en fait, comme je dis en anglais, c'est que l'ingéniosité, c'est our birthright, on est né avec, vous voyez, les enfants, ils l'ont. Et Ken Robinson, le fameux éducationniste, là, il montre bien que finalement, à l'âge de 12 ans, on perd l'ingéniosité, quoi. Même à l'âge de 12 ans, c'est fichu.
Donc quelque part, je pense qu'il y a, non seulement si vous êtes parents, essayer de cultiver, en fait, maintenir l'esprit du GAD dans vos enfants, et aussi en vous-même en tant qu'adulte, essayer en fait de faire, revivre un peu ce côté ingénieux en vous-même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des plateformes maintenant, Fab Lab, il y a plein de choses qui sont en train de développer. Donc profitez-en effectivement. Et voilà. Ce soir, soirée Lego pour tout le monde. Merci en tout cas, merci de votre participation. Je vais passer la parole à William et qui va clôturer. Merci à tous. Merci à vous. Merci David. Merci Paul. Merci Christine pour cette animation. Merci encore à nos intervenants. Évidemment, merci à vous. Simplement remercier une dernière fois la Bellevilloise pour leur accueil, qui nous accueille régulièrement. Remercier encore une fois les partenaires des Hub Conférences et vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine pour la 8e édition du Dreamstorming et dans un peu plus de 2 semaines encore ici pour parler des MOOCs. Vous pourrez trouver toutes les informations sur ces prochaines conférences sur hub-conférence.fr. Merci.